Depuis 2011, un certain nombre de personnes ont disparu dans le département du Var, dans le sud-est de la France. Une partie d'entre elles ont été retrouvées, mais d'autres ont disparu sans laisser de traces. La personne la plus connue étant Xavier Dupont de Ligonnès, qui n'est rien d'autre que l'un des hommes les plus recherchés de France. Mais d'autres hommes et femmes beaucoup plus anonymes se sont aussi volatilisés dans des circonstances étranges dans la zone géographique entre Brignoles, Draguignan et Fréjus. Et je vais vous présenter plusieurs de ces affaires de disparition très inquiétantes, juste après ça. Comme annoncé dans l'intro, on va partir aujourd'hui en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est une région magnifique mais aussi riche en mystères. L'idée de cette vidéo m'est venue en lisant un article récent de Nice Matin, écrit par Peggy Poletto, un article consacré aux disparus varois. Et hasard ou coïncidence, j'ai été contacté il y a quelques mois par le cousin de l'une de ces personnes disparues dans le Var. On va parler évidemment de l'affaire de Ligonnès, que j'ai déjà traitée sur la chaîne en 2021, je m'étais même rendu sur place dans le Var pour l'occasion. Et on va évoquer les derniers rebondissements entre guillemets concernant cette affaire. Mais avant de parler de l'affaire de Ligonnès, on va d'abord voir plusieurs affaires qui ont été beaucoup moins médiatisées, mais qui n'en sont pas moins mystérieuses et dramatiques. En décembre 2023, Sylvain Ravat est un père de famille de 47 ans. Mesurant 1m75, il est de corpulence moyenne, a les cheveux noirs et courts et porte des lunettes de vue. Sylvain vit à La Motte, un village pittoresque varois à une poignée de kilomètres au sud-est de Draguignan. Et selon le propriétaire de l'appartement qu'il loue, c'est le locataire idéal. Sylvain est d'une grande gentillesse. Employé d'un bar-tabac des Arcs, une commune proche de La Motte, il est père de 3 enfants dont 2 sont majeurs, domiciliés en Bourgogne. Sylvain est divorcé et il entretient de très bons rapports avec son ex-femme Alexandra, mais il a refait sa vie dans ce charmant petit village du Var. Depuis 11 ans, Sylvain a une nouvelle compagne nommée Sabrina, qui a elle-même une fille et un fils. En fait, le couple partage leur vie à La Motte entre la petite villa de Sabrina et l'appartement de Sylvain situé à quelques mètres l'un de l'autre. Un appartement qu'il a gardé pour pouvoir recevoir ses enfants quand ils lui rendent visite. Et ce mode de fonctionnement convient parfaitement au couple. Le samedi 16 décembre 2023, Sylvain et Sabrina passent le week-end ensemble. Un week-end ordinaire, sans événement particulier. Ils vont notamment faire leurs achats de Noël dans un centre commercial de la Valette du Var. Le dimanche matin, ils restent tranquillement à la maison et l'après-midi, Sylvain part travailler aux Arcs dans le bar-tabac où il est employé depuis 5 ans. Le soir, il revient comme d'habitude et il passe la soirée avec sa compagne. Rien de plus banal. Jusqu'ici, la vie de ce couple ressemble à celle d'un certain nombre de Français, mais elle va brusquement basculer. Le lundi 18 décembre, Sylvain part au travail comme d'habitude. Seulement, il ne s'y rendra jamais. Et il ne reviendra pas chez lui, pas plus qu'il ne donnera de ses nouvelles à ses proches. Inquiète, Sabrina finit par se rendre à la gendarmerie. Mais elle doit attendre 48 heures pour déclarer la disparition, comme c'est souvent le cas pour les personnes majeures. Sabrina doit patienter 48 heures, même si cette règle n'est écrite nulle part. C'est plus une pratique courante pour éviter de s'affoler trop vite quand un adulte disparaît. Le mercredi 20 décembre, Sabrina signale donc auprès des gendarmes la disparition inquiétante de Sylvain qui circulerait à bord d'une Audi A3 grise. Et pendant qu'elle est auditionnée par les gendarmes, elle reçoit un appel téléphonique inattendu. Un appel du gardien du camping des Ruisses, situé au Salon-sur-Verdon, à environ 60 km au nord-ouest de La Motte. À la sortie des gorges du Verdon, le camping municipal Les Ruisses est situé à 200 mètres du lac de Sainte-Croix, un lac très touristique. En fait, le gardien du camping contacte Sabrina pour l'informer que le véhicule Audi A3 de Sylvain est stationné aux abords du parking depuis 2 jours. Le véhicule est mal stationné, fermé, et détail bizarre, le numéro de téléphone de Sabrina est posé derrière le pare-brise. Suite à cet appel, les gendarmes se rendent sur les lieux de la découverte du véhicule et réalisent une perquisition. Les gendarmes inspectent donc l'intérieur du véhicule et ils découvrent notamment une ordonnance de médicaments prescrits pour insuffisance cardiaque. Mais ça n'est pas terminé. Quand on rend le véhicule à Sabrina, elle a la surprise de retrouver, dans l'habitacle de la voiture, le portefeuille de Sylvain caché dans l'accoudoir central, à l'arrière.
Et ce portefeuille contient tous les papiers du disparu, carte d'identité et carte vitale. Le jeudi 21 décembre, de gros moyens sont déployés par la gendarmerie pour retrouver Sylvain Vara. Hélicoptère, équipe au sol, chiens de recherche, plongeurs, drones, etc. Cependant, toutes les fouilles resteront vaines dans le secteur varois du lac de Sainte-Croix qui s'étend sur 11 km. On ne trouve aucune trace de Sylvain Vara. Par contre, on va quand même retrouver d'autres objets appartenant à Sylvain, pas très loin de son Audi A3. On va retrouver une sacoche, ses clés de voiture, un sac de paddle qui est une sorte de planche de surf gonflable, et aussi une pompe de gonflage. En parallèle des recherches sur le terrain, le domicile du disparu est bien sûr vérifié. Des appels aux hôpitaux et commissariats de Fréjus et Draguignan sont aussi passés. Comme dans de nombreuses affaires de disparition inquiétantes, les proches de Sylvain ne restent pas les bras croisés. Ils participent activement aux recherches. Et le 23 décembre, ils font une trouvaille très improbable de l'autre côté du lac de Sainte-Croix, dans le département limitrophe. De l'autre côté du lac, à l'opposé du camping où on a retrouvé la voiture de Sylvain, on retrouve un paddle gonflable en bon état. Bloqué contre un arbre, le paddle paraît soigneusement rangé. Et 1 kilomètre plus loin, des bénévoles mettent la main cette fois sur un balai à long poil. Et ce balai est aussi posé contre la berge hors de l'eau. Ce qui est quand même bizarre. Et après vérification, on va se rendre compte que le 18 décembre 2023, Sylvain Vara a fait de curieux achats. Il a acheté un paddle gonflable sans pagaie dans un décathlon de la région, et aussi un balai et une bouteille de whisky à l'Intermarché de Hobbs. Ces achats collent donc avec les objets retrouvés sur les berges du lac de Sainte-Croix. En ce qui concerne son téléphone, il a émis pour la dernière fois à 16h54 et activé une antenne relais sur la commune de Draguignan. Il s'agissait juste d'un message adressé au garagiste qui lui avait vendu l'Audi A3. L'objet de l'appel concernait la régularisation de la cession du véhicule. Le téléphone de Sylvain qui n'a pas été retrouvé ne sera plus actif. Et il n'y aura plus aucun mouvement non plus sur ses comptes bancaires. Depuis le 18 décembre 2023, Sylvain Vara s'est comme évaporé. Et la nouvelle de sa disparition est terrible pour ses enfants qui vivent à des centaines de kilomètres, ainsi que son ex-épouse Alexandra. Les enfants de Sylvain se rendent évidemment dans le Var en urgence, et dans l'appartement de leur père, ils vont se rendre compte qu'il manque des choses. Il manque des photos de famille et aussi une importante somme d'argent, une somme en liquide, en pièces de 2 €. En fait, c'était une cagnotte que Sylvain alimentait en prévision d'un voyage au Canada. Évidemment, vu qu'on a retrouvé sa voiture abandonnée près du lac de Sainte-Croix, ainsi que son paddle sur une berge, on suspecte le pire. Et on imagine tous les scénarios, à commencer par une disparition volontaire, un accident, voire pire. On pense évidemment à un acte définitif et irréversible, si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, les avis sont quand même partagés. Parce que selon ex-épouse, Sylvain n'allait pas bien à la période de sa disparition. Mal dans sa peau, il consommait trop d'alcool. Alexandra lui avait même proposé de venir en Dordogne, où elle réside. Sylvain vivait apparemment une situation compliquée, ce qui a été confirmé par ses 3 enfants avec lesquels il était en contact régulier. Néanmoins, sa compagne Sabrina, elle ne partage pas cet avis. La version d'une dépression ou de problèmes liés à l'alcool, elle ne veut pas entendre parler. Selon elle, Sylvain était juste soigné pour des problèmes de tension artérielle. Il faisait très attention parce que sa mère était malheureusement décédée d'une rupture d'anévrisme. Le jour de sa disparition, Sylvain aurait même utilisé une ordonnance dans une pharmacie pour récupérer un médicament pour le cœur. Et Sabrina ne croit pas non plus à une disparition volontaire, parce que d'après elle, il aimait trop ses enfants pour partir de cette manière. Le plus gros problème avec la théorie d'un acte volontaire, dans tous les sens du terme, c'est que si Sylvain a hélas péri d'une manière ou d'une autre avec son paddle, où est passé son corps ? Si Sylvain a succombé par exemple à une noyade, pourquoi ne l'a-t-on jamais retrouvé dans le lac de Sainte-Croix ? Et serait-il possible qu'il soit malheureusement encore toujours quelque part au fond de ce lac d'une superficie de 22 km²? Il faut savoir que ce lac a une profondeur maximale de 93 mètres par endroit.
Mais force est de constater que toutes les investigations aquatiques menées jusqu'à présent n'ont rien donné. Les autorités ont pourtant détecté des choses au cours des recherches. En mai 2024, un sonar a repéré une masse sombre pouvant correspondre au corps du disparu au fond du lac de Sainte-Croix. Mais après vérification, les gendarmes ont finalement conclu qu'il s'agissait d'un tronc d'arbre. Alors, qu'est-il arrivé à Sylvain Rava? Aurait-il fui? À moins qu'il n'ait fait une mauvaise rencontre. Il est difficile d'y voir clair vu les éléments en notre possession. La seule chose évidente, c'est que Sylvain a eu un comportement très inhabituel le jour de sa disparition. Il n'est pas allé au travail alors que ça n'était pas dans ses habitudes d'être absent ou même en retard. Selon toute apparence, il serait parti de chez lui en emportant des photos de famille et une importante somme d'argent en liquide qui n'ont pas été retrouvées à son domicile. Autre fait étonnant, c'est que Sylvain il n'est pas parti les mains vides de chez lui. Il a pris toutes les photos de famille, notamment des grands portraits qui sont même difficilement transportables et qui n'ont pas été retrouvés dans sa voiture. L'homme possédait également une importante somme d'argent en liquide qui aurait pu lui permettre de subvenir à ses besoins pendant un long moment. Donc, le fait le plus bizarre, c'est qu'il serait allé faire du paddle en plein hiver, sans combinaison, alors qu'il n'en avait jamais fait avant. Il a même acheté son paddle ce jour-là, et un balai en guise de pagaie. Et ça n'a pas vraiment de sens de faire une chose pareille au mois de décembre. Ça n'a aucun sens, sauf si on a pris une décision irrévocable, mais encore une fois, on n'a rien trouvé dans le lac. Dans cette affaire de disparition, il existe des zones d'ombre, comme les objets retrouvés au bord du lac qui posent aussi question. Apparemment, le paddle et le balai qui servaient de pagaie paraissaient soigneusement rangés sur la berge, comme si on avait voulu les protéger d'un coup de vent. Ça ne ressemble pas du tout à des objets ramenés de manière aléatoire par le vent et les vagues. Et ce détail pourrait suggérer que Sylvain a bien atteint la berge et qu'il est parti ensuite à pied. Et certains proches de Sylvain trouvent que tout ça ressemble à une mise en scène. Organisée par qui et dans quel but, par contre, impossible de le dire. Ce qui est terrible dans ce dossier, et c'est l'un des aspects les plus cruels des affaires de disparition, c'est qu'un doute affreux subsiste. En fait, on ne sait tout simplement pas ce qui est arrivé à Sylvain ce jour-là, et on ne peut qu'émettre des hypothèses. Le genre d'hypothèse qui tourne en boucle dans la tête, et c'est une véritable torture pour ses proches. Alors qu'est-il arrivé à cet homme sans histoire, ce lundi 18 décembre 2023 ? Sa famille attend toujours des réponses. Et pour Sabrina, sa compagne, cette photo est remplie de symboles. On y voit le chien de Sylvain, qui n'est plus de ce monde, et le lac où il a disparu. Aujourd'hui, 1 an et demi après les faits, Sylvain Rava demeure introuvable. L'enquête continue, mais cette situation est plus que jamais difficile à vivre pour ses proches. L'énigme du lac de Sainte-Croix est loin d'être résolue. Et espérons de tout cœur que les forces de l'ordre finiront par faire toute la lumière sur cette étrange disparition. Partons à Fréjus, la 3e ville du Var, à seulement 24 km au sud-est de La Motte. D'une population d'environ 60 000 habitants, Fréjus est une agréable ville de la Côte d'Azur, en bord de mer. Et c'est là que vit Nathalie Prince en 2021. Âgée de 55 ans, cette femme blonde d'1,60 m est décrite notamment comme aimant la vie et joyeuse. Aimant danser et faire la fête, Nathalie aime aussi les choses simples comme la nature. Et foncièrement altruiste, elle passe beaucoup de temps à aider les autres. Côté vie privée, Nathalie est divorcée et elle entretient toujours de bons rapports avec son ex-mari, avec qui elle a eu 3 enfants qui sont tous dans la vingtaine. Une fille de 26 ans nommée Lorraine et 2 garçons nommés Dylan et Axel, âgés respectivement de 27 et 23 ans. Seul Axel vit encore avec sa mère dans une maison située dans le quartier Bellevue, un quartier tranquille au nord-est de Fréjus. Très proche de ses enfants, Nathalie a réussi professionnellement. Elle occupe un bon poste dans une usine de Fréjus et elle est dite compétente dans son travail. Nathalie a toujours renvoyé l'image d'une femme heureuse, épanouie, mais elle va malheureusement traverser une période plus sombre. À partir de 2019, elle semble accumuler les soucis. De santé pour commencer. On lui diagnostique un mélanome, qui est un cancer de la peau, qui sera heureusement traité à temps. Ses analyses sont plutôt bonnes, mais elle doit continuer à faire des visites de contrôle. Elle a donc ce gros pépin de santé, mais ça n'est pas fini.
Elle a ensuite un accident de voiture. Elle a un accident avec des amis en rentrant de soirée. Nathalie n'était pas au volant, elle était assise à l'arrière. L'accident est assez spectaculaire, mais par miracle, tout le monde en sort indemne. Nathalie vient encore une fois d'éviter le pire, mais elle est quand même assez choquée par ce qui s'est passé. À cette période, la vie de Nathalie n'est pas un long fleuve tranquille, car en ce qui concerne son travail, c'est pareil. Ça n'est pas toujours facile et elle subit des jalousies. Et au niveau sentimental, ça ne va pas très fort non plus. Elle entretient une relation avec un homme, mais il ne vit pas sur Fréjus, et Nathalie n'est pas vraiment satisfaite de cette relation. Dans la vie, on connaît tous des hauts et des bas, et pour Nathalie, à ce moment-là, elle est clairement dans une période down. Et ça peut se comprendre vu la série noire qu'elle vient de subir. À cette période, sa mère Christiane, qui ne vit pas dans le sud mais avec qui elle s'entend bien, vient lui rendre visite. Et Nathalie lui confie qu'elle ne va pas bien et voit tout en noir. Nathalie traverse assurément une période difficile, et c'est à ce moment-là que la pandémie se déclare, avec les conséquences qu'on connaît. Ayant de profondes convictions, Nathalie devient militante et s'engage à fond dans le mouvement anti-pass lors de la pandémie. Elle participe à des groupes Facebook et organise même des manifestations. Elle devient une sorte de leader dans le domaine à Fréjus. Et Nathalie montre un visage que ses proches ne lui connaissaient pas. En famille, Nathalie parle de plus en plus souvent de ces sujets clivants qui lui tiennent à cœur, au point où ça devient vraiment envahissant, ça fatigue même ses proches et ça crée des tensions. Et comme dans de nombreuses familles à cette époque, Christiane, la grand-mère, et Lorraine, sa fille, lui demandent alors d'arrêter d'en parler tout le temps. Mais attention, il n'y a rien de bien méchant. Tout le monde continue de se fréquenter et de bien s'entendre. Nathalie est tellement passionnée par ce qu'elle fait que des dissensions vont même apparaître avec d'autres membres des groupes Facebook auxquels elle appartient. Et elle va finalement prendre du recul et moins les fréquenter. À cette période, Nathalie est donc dans une période un peu compliquée de sa vie, mais en octobre 2021, l'impensable va se produire. Le dimanche 3 octobre au soir, Nathalie rend visite à sa fille Lorraine qui vit à 5 minutes de chez elle avec son compagnon. Et les deux femmes discutent de tout et de rien en buvant un café. Rien de spécial n'est à noter. Le lendemain, le lundi 4 octobre, c'est une nouvelle semaine a priori ordinaire qui démarre pour Nathalie qui va au travail. En fin de journée, Nathalie rentre chez elle parce qu'il y a un avis de tempête, alors que son plus jeune fils, Axel, sort lui voir des amis. Et quand il rentre chez lui, tard dans la nuit, vers 3h du matin, il ne remarque rien d'anormal, à part que la porte d'entrée de la maison n'est pas verrouillée. Il se dit juste que sa mère a oublié de le faire, et il va dormir. Et ce n'est que le lendemain, le mardi 5 octobre, qu'on va vraiment se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond. Parce que Nathalie n'est pas allée au travail, et ses collègues s'interrogent. Ils tentent bien entendu de la joindre sur son téléphone portable, seulement elle est injoignable. Par la suite, les amis de Nathalie se rendent à son domicile où est son fils Axel, qui se demande également où se trouve sa mère. Surtout que sa voiture est toujours garée devant la maison depuis la veille. Mais il y a pire. Ils s'aperçoivent que Nathalie a laissé absolument toutes ses affaires chez elle. Sac à main, téléphone, carte bancaire, clé de voiture, etc. Et détail très inquiétant, ils découvrent une lettre manuscrite posée sur son lit. Paniqué, Axel appelle assez vite sa grande sœur Lorraine qui tombe des nues. Elle est complètement choquée, elle ne comprend pas ce qui se passe et comment sa mère a pu disparaître de manière aussi subite. Concernant la lettre laissée par Nathalie, le contenu de cette lettre n'a pas été rendu public, mais selon Lorraine, ce n'est pas une lettre d'adieu. C'est plus une lettre dans laquelle elle s'excuse de ce qu'elle leur fait. Dans cette lettre, elle ne leur dit pas qu'elle va se faire du mal, elle a plus tendance à se dévaloriser et à se dénigrer, notamment en tant que mère. Elle s'excuse d'être une mauvaise mère et de ce qu'elle leur fait subir, et elle tient des propos qu'elle n'a jamais tenus auparavant auprès de qui que ce soit. Et tout ça est évidemment très déstabilisant pour ses enfants. Mais du point de vue de Lorraine, tout ça sonne faux. Cette lettre ne ressemble pas à ce que dirait sa mère, qui aimait profondément ses enfants. Ils étaient tous très soudés. Affolée, Lorraine fonce alors au commissariat de Fréjus où elle explique la situation. Et les policiers qui entendent sa détresse sont réactifs. Ils démarrent rapidement des recherches terrestres à l'aide d'un chien pisteur. Et le chien trouve la piste olfactive de Nathalie. Une piste qu'il suit sur un parcours qu'elle faisait habituellement autour de son village quand elle passait ses coups de téléphone.
Mais le chien va perdre finalement l'odeur de Nathalie dans une forêt en bas de leur zone d'habitation. Les forces de l'ordre vont ratisser la zone et aussi sonder un petit lac à proximité. Sans résultat, ils ne vont trouver ni Nathalie, ni indice, ni rien. Et le gros problème aussi, c'est qu'on n'a aucun témoin. Les voisins de Nathalie n'ont rien vu, rien entendu d'anormal au moment des faits. Tout ce qu'on sait, c'est que l'analyse des données mobiles du téléphone de Nathalie a permis de déterminer qu'elle avait passé un appel téléphonique très court à son conjoint le soir de sa disparition. L'appel n'a duré que quelques minutes et son téléphone a été éteint vers 20h45. Après 20h45, on ne sait plus où est Nathalie ni ce qu'elle fait. Et donc il est fort possible que sa disparition ait eu lieu entre 20h45 et 3h du matin, l'heure à laquelle son plus jeune fils est rentré à la maison. Comme souvent dans ce type d'affaires, les forces de l'ordre ont mené des actes d'enquête en parallèle des recherches, comme des auditions. Ils ont entendu de nombreuses personnes de l'entourage plus ou moins lointain et travaillé sur tous les contacts que Nathalie avait pu avoir ces dernières années, amicaux ou amoureux. Son compagnon a bien entendu été questionné parce qu'il lui avait parlé au téléphone le soir de sa disparition, et il a été mis hors de cause. Tout semble indiquer que cet homme n'a joué aucun rôle dans la disparition de Nathalie, étant donné qu'il n'était pas sur Fréjus ce soir-là. Il vit dans une autre ville. Donc les officiers de police judiciaire ont fait toutes les vérifications possibles. Ils ont notamment épluché les relevés téléphoniques et bancaires de la disparue en vain. De son côté, et c'est très fréquent dans ce type d'affaires, la famille a remis ciel et terre pour retrouver Nathalie, et elle a mené de nombreuses actions qu'il serait trop long de lister. Battu, page Facebook, collage d'affiches, marche blanche, détective privé, les proches de Nathalie sont aussi aidés par des bénévoles et se sont exprimés dans de nombreux médias, qu'il s'agisse de la presse écrite ou encore de l'émission Ça commence aujourd'hui. Ils ont déployé et déploient encore une énergie incroyable, seulement rien n'y fait. La disparition de Nathalie Prince demeure un mystère complet. L'une des seules choses sûres ici, c'est que Nathalie avait un plan. Elle a pris la décision, à première vue volontaire, de partir, de quitter son domicile, parce qu'elle a laissé une lettre manuscrite. Mais elle avait forcément un plan, vu qu'elle est partie à pied, sans rien, quasiment les mains dans les poches. Ce soir-là, Nathalie a quitté sa maison à la nuit tombée, parce que le soleil s'est couché peu après 19h. Et dans ces conditions, elle avait probablement pour projet de rejoindre quelqu'un quelque part. Elle avait peut-être prévu de dormir ailleurs que chez elle ce soir-là, et elle s'y est rendue à pied ou alors à bord d'un autre véhicule parce qu'elle a laissé le sien chez elle. Si elle n'avait pas laissé de lettre chez elle, ça aurait été différent. Mais là, elle a laissé une lettre dans laquelle elle annonçait qu'il allait se passer quelque chose, qu'il y aurait une rupture dans la normalité de cette famille. Voilà pourquoi, et c'est assez rare dans les dossiers que j'étudie, la possibilité d'une disparition volontaire paraît quand même ici assez crédible. Il est d'ailleurs intéressant de noter que, en plus de l'aspect géographique, cette affaire a un autre point commun évident avec celle de Sylvain Rava. Dans les deux cas, on n'a retrouvé aucun corps. Et Nathalie n'allait semble-t-il pas très bien non plus avant de se volatiliser. Ceci dit, cette affaire de disparition, qui pourrait paraître simple de prime abord, en gros, elle aurait pris la décision de partir en abandonnant tout derrière elle, est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que Nathalie n'a peut-être pas fait un choix libre et éclairé. Elle a pu être manipulée car sa fille a déclaré que cette lettre ne lui ressemblait pas. On est bien sûr que c'est elle qui l'a écrite, mais elle a pu rédiger cette lettre en étant sous influence. Cette affaire est donc très délicate et peut-être plus sombre qu'on ne pense. En tout cas, Lorraine croit que quelqu'un a profité de la fragilité de sa mère pour l'embrigader dans quelque chose, comme un groupement ou une communauté qui vit de manière plus proche de la nature. Car c'était une envie profonde de Nathalie qui voulait acheter un terrain pour créer un potager et pouvoir vivre en totale autonomie. Sa fille est donc convaincue que sa mère était sous emprise et qu'il y a quelqu'un derrière sa disparition. Parce que dans le cadre de ses activités de militante, Nathalie avait rencontré beaucoup de personnes, des personnes de tout profil, et elle aurait rencontré notamment une femme assez spéciale. Il y a une fois, oui, où moi, elle m'a dit que sur ces manifestations, elle avait rencontré quelqu'un, une femme qu'elle m'a citée comme un guide de lumière, son guide de lumière. Et on est toujours à la recherche de cette personne qui ne s'est jamais manifestée.
Cette guide de lumière n'a jamais été identifiée, pas plus qu'elle ne s'est manifestée à ce jour. Et on ignore totalement si elle a un lien avec la disparition de Nathalie. La seule chose réconfortante, c'est que si Nathalie est effectivement partie rejoindre une sorte de communauté et qu'elle garde volontairement le silence depuis plus de 3 ans, ça implique qu'elle est toujours en vie. Et que ses proches ont peut-être quand même une lueur d'espoir de la revoir vivante un jour. Même s'il faut être évidemment extrêmement prudent parce que elle a aussi malheureusement pu faire l'objet d'un crime, c'est encore le flou qui domine ici. Et comme dans la plupart des affaires de disparition, le plus dur pour la famille est évidemment de ne pas savoir. On peut même dire que c'est un peu la double, voire la triple peine. Car en plus de devoir gérer l'absence, les proches ne peuvent pas faire leur deuil, et ils sont tourmentés par toutes les questions sans réponse qui reviennent sans cesse dans leur tête. Forcément, c'est tous les jours compliqué. T'es devenue grand-mère aussi, elle a besoin de toi, donc je lui parle de toi, mais il faut vraiment qu'elle puisse te voir te serrer dans ses bras et qu'elle ne grandisse pas avec ce manque. Mais la famille de Nathalie Prince et ses soutiens ne baisseront pas les bras. Ils ne lâcheront rien tant qu'ils ne connaîtront pas toute la vérité sur le sort de la mère de famille. Voilà où on en est dans cette affaire, comme dans celle de Sylvain Vara, on attend toujours un heureux dénouement. Et à titre de rappel, il faut savoir qu'en France, toute personne adulte majeure a le droit de disparaître sans se justifier. Mais une enquête peut quand même être ouverte par la police ou la gendarmerie en cas de disparition inquiétante. En ce qui concerne les chiffres, on a pu entendre dire qu'en 2021, 13 000 personnes majeures avaient disparu volontairement. Quand des personnes majeures disparaissent volontairement, il arrive qu'on en retrouve certaines, qui peuvent refuser de reprendre contact avec leurs proches. Et si d'autres reviennent de leur plein gré, beaucoup ne sont jamais retrouvés. Et c'est autant de familles meurtries et déchirées, donc ayons une chaude pensée pour elles. Avant de passer à l'affaire de Ligonnès, je tiens à mentionner une autre affaire de disparition inquiétante dans le même secteur, celle de Patrick Tambéry, même si on a assez peu d'informations sur ce dossier. Âgé de 67 ans, Patrick Tambéry a disparu le 9 juin 2023 à Brignoles, une petite ville de 18 000 habitants située dans le Var, à 36 km au sud-ouest de Gradignan et 55 km à l'ouest de Fréjus. Ce petit village typiquement provençal est considéré comme la capitale du centre Var. Du peu de ce que l'on en sait, Monsieur Tambéry a disparu le 9 juin 2023 à Brignoles sans destination précise. Mesurant entre 1m60 et 1m70, de type européen, il est de corpulence mince et a les cheveux gris et dégarnis au niveau du crâne. Propriétaire d'un appartement, Patrick était placé sous curatelle renforcée au moment de sa disparition. La curatelle renforcée étant une mesure de protection juridique pour les personnes majeures dont les facultés sont altérées, les empêchant de gérer seuls leurs biens et leurs finances. En effet, Patrick est décrit comme faible psychologiquement. À cette période, cette disparition a été jugée très inquiétante parce qu'en plus, la météo était vraiment très mauvaise, il y a eu beaucoup d'orages avec des trombes d'eau qui se sont abattues sur le secteur de Brignoles. Et là encore, on n'a retrouvé aucune trace du disparu, Patrick s'est comme envolé. La gendarmerie de Brignoles a donc lancé un appel à témoins pour tenter de le retrouver, mais force est de constater que 2 ans après les faits, on ignore toujours où il se trouve. Et je tenais à parler de Patrick Tambéry parce que son cousin m'avait contacté pour partager son avis de disparition dans mes réseaux, ce que j'avais fait. Donc là encore, croisons les doigts pour que les choses bougent enfin, en espérant une bonne nouvelle. Venons-en maintenant au dernier dossier dans le cadre de cette vidéo consacrée aux disparus du Var. L'affaire Dupont de Ligonnès. Vous connaissez tous cette histoire par cœur, elle vous a été racontée des dizaines de fois. En résumé, Xavier Dupont de Ligonnès est recherché depuis 2011 car il est suspecté d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants dans leur maison de Nantes avant de disparaître dans la nature. Et l'homme a été aperçu pour la dernière fois dans le Var, sur le parking d'un hôtel Formule 1 à Roquebrune-sur-Argence. Roquebrune-sur-Argence qui est situé à mi-distance entre La Motte et Fréjus. On est un peu dans un mouchoir de poche là, à moins de 10 km des deux villes. Malgré près de 14 ans d'enquête et de nombreuses pistes explorées, de Ligonnès demeure toujours introuvable à ce jour. Et XDDL, comme on le surnomme, est toujours recherché par les autorités françaises. La police judiciaire de Nantes enquête toujours sur ce dossier.
Et cette affaire criminelle, toujours irrésolue, qui est l'une des plus célèbres en France, a fait récemment à nouveau la une des médias. Car fin avril 2025, l'influenceur Anis Zitouni, alias Aquabeb, un influenceur connu pour ses révélations sur les célébrités et les persos de télé-réalité, a annoncé avoir retrouvé le célèbre fugitif français. Il aurait repéré Xavier Dupont de Ligonnès d'abord sur l'île de Malte, puis finalement en Asie, photo à l'appui, suite à une longue traque numérique. L'influenceur a affirmé que XDDL se cacherait actuellement en Asie. Et il a appuyé ses déclarations sur une photo montrant un homme présentant une forte ressemblance avec le fugitif le plus recherché de France. Les informations révélées par Aquabeb, qui est un blogueur avec une page Instagram suivie par plus d'1 million d'abonnés, ont enflammé Internet avant d'être prises par de nombreux médias en France. Et face à l'ampleur médiatique de cette rumeur, le parquet de Nantes a même réagi le lundi 28 avril par un communiqué officiel. Le parquet a indiqué que, à ce jour, aucun élément factuel et vérifiable n'avait été porté à la connaissance de la juridiction nantaise, ni au service de police saisie par quiconque. Aucun élément permettant d'attester la réalité de ces informations. Mais dans un communiqué officiel publié sur Instagram par la voix de son avocat, Aquabeb a annoncé qu'il allait lui-même remettre à la justice le fruit de cette opération, ajoutant que des informations précises, tangibles et nouvelles auraient été découvertes. Tout ça, vous le saviez certainement déjà, mais nous allons maintenant étudier la fameuse photo du suspect prise en Asie. Cette photo montre un homme debout, habillé d'un pantalon beige et d'une chemise à fleurs. L'individu présente une ressemblance de loin avec de Ligonnès, sachant qu'il porte en plus de petites lunettes rectangulaires, qui rappellent un peu celles du fugitif. On ne savait pas grand-chose sur le contexte de cette photo, mais selon le média RTBF qui a étudié l'arrière-plan, elle a été prise sur l'île de Miyajima, dans la région d'Hiroshima, au Japon. Plus précisément à proximité du mont Mizen, une montagne sacrée et touristique sur laquelle un certain nombre de structures bouddhistes sont construites. Et ce cliché qui a été pris devant le centre d'information du mont Mizen aurait été pris entre août 2023 et avril 2024. Il daterait donc au plus tôt d'il y a peu plus d'1 an. Alors, que penser de tout ça ? Est-ce que ces révélations vont faire pchit ou bien permettre l'arrestation de Ligonnès ? C'est trop tôt pour le dire et je ne permettrai certainement pas de porter un jugement. Je vais tout de même me permettre de donner en toute humilité mon avis personnel sur ces révélations. Et qu'on soit très clair, je serai le premier à féliciter Aquabeb si les informations qu'il a fournies permettent l'arrestation de Ligonnès. Parce qu'il faut que cet homme s'explique enfin auprès de la justice. Venons-en maintenant à cette fameuse photo. Ok, cet homme ressemble au fugitif. Mais bon, pour être franc avec vous, j'ai de forts doutes que ce soit lui. J'ai de forts doutes que ce soit lui et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que le vrai Dupont de Ligonnès a 64 ans. Et cet homme semble beaucoup plus jeune. Si c'était de Ligonnès, il devrait être plus ridé, avoir les cheveux plus gris, et en plus là, il a un plus gros nez. Et une photo est en 2 dimensions, c'est trompeur. Quand vous avez la personne en face de vous, elle est en 3 dimensions, et c'est parfois pas pareil. Mais ce qui me pose le plus gros problème, c'est le point suivant. Quand vous disparaissez à l'étranger pour une raison personnelle, comme fuir votre famille, vous n'avez pas forcément besoin de modifier votre apparence. Mais si vous êtes en cavale parce que vous êtes suspecté d'un quintuple meurtre, vous prenez quand même au minimum la peine de modifier un peu votre apparence pour pas qu'on vous reconnaisse. Et là, non. L'individu a à peu près la même coupe de cheveux et des lunettes similaires à celles de Ligonnès. Et pour moi, ça n'a pas de sens. Je veux dire, si Ligonnès était au Japon, il aurait modifié au minimum son apparence. Je sais pas, moi. Il aurait peut-être mis des lentilles de contact, il se serait laissé pousser les cheveux, pousser la barbe, etc. Et là, rien. Il aurait exactement la même tête maintenant, 11 ans après avoir disparu. Et en plus, il se baladerait comme ça, dans un lieu touristique, parce qu'il faut savoir que Hiroshima, c'est une région qui est quand même assez fréquentée au Japon. Même si les voyages au Japon sont assez chers, il y a quand même pas mal de Français qui partent là-bas, de francophones, aussi des Américains, et il faut savoir que l'affaire de Ligonnès est connue mondialement, hein. Donc faire des visites comme ça dans un lieu touristique, même au Japon, avec le même visage, c'est chaud quand même. Donc prudence, ne nous emballons pas, c'est vrai qu'à chaque fois les médias s'excitent, mais bon, il y a encore malheureusement de fortes chances que ça soit une nouvelle fausse piste. Parce que depuis 14 ans, les enquêteurs ont reçu près de 1750 signalements concernant Ligonnès. Et ça n'a jamais rien donné.
Il paraît que la police judiciaire reçoit environ 11 signalements par mois concernant cette affaire et qu'elle les vérifie le plus souvent. La masse des signalements bidons, c'est le premier point qui nous incite à la prudence. Et le second, c'est le fait que De Ligonnès a un physique assez commun. Parce que cet homme est grand, brun, plutôt mince, sans signe distinctif, à part une dent manquante. De Ligonnès ressemble à tout le monde et c'est bien là le problème. Dans ce dossier, on peut dire qu'il y a deux camps. Il y a ceux qui pensent que De Ligonnès est mort et ceux qui croient qu'il est toujours en vie. Et parmi ceux qui sont convaincus que De Ligonnès n'est plus de ce monde, on trouve par exemple des journalistes comme Jean-Alphonse Richard, Dominique Rizet ou d'autres personnalités comme Daniel Zaguri, un célèbre psychiatre considéré comme spécialiste des tueurs en série. Et du côté de ceux qui sont persuadés que le fugitif est toujours en cavale, on trouve son meilleur ami Bruno de Stabenrath qui n'a aucun doute sur le fait que De Ligonnès est toujours vivant et aurait même refait sa vie. Pareil pour Christine Dupont de Ligonnès, la propre sœur de Xavier. Et ça, c'est un détail que j'ai toujours trouvé perturbant. Le fait que les proches de Ligonnès soient eux convaincus qu'il est toujours en vie. Et pour moi, ça reste quand même assez intriguant. En ce qui me concerne, je ne vais pas vous répéter mon avis, ça n'est pas intéressant. Mais si vous voulez absolument le connaître, je vous invite à voir ou revoir la vidéo spéciale que j'avais fait pour le 10e anniversaire de la disparition de Ligonnès, il y a déjà 4 ans. Pour en finir avec l'insaisissable XDDL, le plus important est de trouver une trace ADN. Parce que tant que les autorités n'auront pas de preuves scientifiques formelles qu'il est mort ou en vie, elles seront obligées de continuer à le chercher. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'est la fin de cette vidéo consacrée aux disparus varois. Et je tiens à avoir une pensée spéciale pour une autre fréjusienne qui s'est volatilisée d'une façon très étrange, je pense à Laetitia Xuba. J'avais fait en 2020, il y a 5 ans, une vidéo complète sur cette affaire. Je sais que Laetitia n'a toujours pas été retrouvée à l'heure actuelle et que ses proches, notamment sa sœur Christelle, sont toujours en quête de vérité. Donc grosse pensée à elle, ainsi qu'à toutes les familles des personnes dont j'ai raconté l'histoire tragique aujourd'hui. Espérons vraiment qu'elles obtiendront prochainement toutes les réponses qu'elles s'attendent. Si vous avez envie de mettre un commentaire sur une de ces affaires, ou mettre un petit mot d'encouragement pour les proches des disparus, vous pouvez le faire sous cette vidéo. Mais faites-le dans le respect et la bienveillance comme d'habitude. Parce qu'il ne faut pas oublier que les proches des disparus peuvent tomber un jour sur vos commentaires et il ne faut pas ajouter de douleur à la leur. Donc merci d'avance de rester dans la délicatesse. Dans le cas où vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous remercie aussi évidemment de mettre un like et aussi de partager cette vidéo où vous voulez, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, pour faire connaître ces affaires. Et pour être prévenu dès qu'une future vidéo sort sur la chaîne, n'oubliez pas non plus d'activer toutes les notifications de la cloche, en plus de vous abonner, évidemment. Merci à vous. Si vous ne savez pas quoi regarder maintenant, d'autres vidéos de disparitions mystérieuses vont vous être proposées dans quelques instants. En ce qui nous concerne, on va se retrouver prochainement sur la chaîne. Je compte sur votre présence. D'ici là, restez au frais, enfin, si vous pouvez, et ne disparaissez pas.